Bon dimanche à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du Monde pour cette nouvelle édition de Politiquement Incorrect. Au menu de cette édition ce dimanche, nous questionnerons le plan triennal d'urgence lancé en décembre 2014 par le chef de l'État Paul Biya. Ce plan dans l'urgence concernait un peu plus de 497 projets à réaliser d'ici janvier 2018, quasiment plus d'un an après le lancement de ce plan, dont le budget était estimé à 925 milliards de francs CFA. Que retenir de ce plan d'urgence? Nous nous questionnerons autour de ce sujet en première thématique ce dimanche à la faveur de la tenue du Conseil de cabinet du mois de juillet qui a été présidé par le Premier ministre chef du gouvernement, le docteur Joseph John Gouté. En deuxième sujet ce dimanche, nous parlerons de cette mission des congressistes américains conduite par la démocrate Bass qui a donc séjourné au Cameroun. Au menu de cette rencontre des émissaires de Donald Trump, il y a eu des concertations avec le ministre en charge de la défense du Cameroun et le Premier ministre. Ces parlementaires américains venaient en effet s'enquérir de la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Que retenir de cette visite des congressistes américains au Cameroun? Le sujet est inscrit en débat en deuxième thématique ce dimanche. Et puis en troisième thématique, nous parlerons de la loi qui a finalement été adoptée à la faveur de cette session du mois de juin au Parlement. Il s'agit de la loi portant création d'une nouvelle commission des droits de l'homme. La loi est certes passée comme une lettre à la poste, mais cette loi est loin de faire l'unanimité. D'ailleurs, les députés du social-démocratique Front boycotté l'adoption de ce texte de loi qui a été par ailleurs défendu par le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, Maître Jean de Dieu Momo. Ce sujet va constituer la troisième thématique inscrite à l'ordre du jour ce dimanche. Vous savez, les codes de conduite de cette émission restent inchangés. Ne rien dire pour plaire, tout dire pour construire. À tout de suite. Ils sont donc 4 ce dimanche à nous avoir déjà rejoints, et ce malgré l'intempérie pour cet amphithéâtre dominical. Je rappelle à l'attention des téléspectateurs ce dimanche que cette émission, comme les précédentes, admet l'interactivité. Vos réactions seront donc recueillies uniquement par SMS au 695 38 79 46 ou au 651 94 11 31. Professeur Jacqueline Koyok, merci d'être venue ce dimanche. Vous êtes sociologue, mais ce dimanche, vous êtes là pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bon dimanche et merci d'être venu. Merci de m'avoir invité une fois de plus au niveau de votre plateau. Charles Nana, vous êtes expert en risque, en gestion de risque, je crois que c'est cela. Vous avez été également candidat au sénatorial du côté des États-Unis d'Amérique, et c'est donc également à ce titre que vous êtes convié ce dimanche dans le cadre de cette émission. Charles Nana, bon dimanche et merci d'être venu. Bon dimanche, c'est toujours un plaisir d'être au Cameroun. Je vais dire, si c'est au préalable, je vais essayer de causer en français, mais quand ça ne va pas, je vais virer immédiatement en anglais où je suis énormément plus confortable. Écoutez, le Cameroun est bilingue et ce bilinguisme également pour se vérifier autour de ce plateau. Je voudrais dire bon dimanche à Maître Pahiré Paul, qui est avocat au barreau du Cameroun, et ce dimanche, il est là pour le compte du Social-Démocratique Front, le parti de la balance. Maître, bon dimanche et merci d'être venu. Bonjour Yves, bonjour à tous les copanélistes, bonjour à nos téléspectateurs. Je crois qu'on va s'exercer comme d'habitude pour dire quelque chose aux Camerounais et même à ceux de la diaspora. Isaac Essamé, docteur Isaac Essamé, politologue, juriste, est avec nous ce dimanche. Docteur, bon dimanche et merci d'être venu. Bonjour à tous, merci de l'invitation. Je voudrais qu'on ouvre rapidement le débat avec ce premier sujet à l'ordre du jour. Jacqueline Koyok, sur le plan triennal d'urgence, on se souvient que c'était en décembre 2014 que le chef de l'État avait annoncé dans l'urgence le lancement de plusieurs projets dans le cadre de l'accélération de la croissance. Nous sommes en 2019. Ces projets devraient être réceptionnés
il y a un peu plus d'un an, c'est-à-dire en janvier 2018. On parle d'un peu plus de 497 projets qui étaient donc concernés par ce plan d'urgence pour l'accélération de la croissance. Qu'en est-il aujourd'hui? On a le sentiment qu'on n'en parle plus. Bon, disons d'abord, vous parlez bien d'un plan triennal. Ça veut donc dire que c'était un plan pour 3 ans. Et on doit donc remarquer que les projets sont en cours. Et vous savez que c'est un plan qui était global, mais il est mis en œuvre d'une manière sectorielle. Au niveau de la santé, vous savez bien que toutes les régions du Cameroun ont les centres hospitaliers, les hôpitaux régionaux. Au niveau des régions du Cameroun, il y a les universités d'État. Presque toutes les régions du Cameroun ont une université d'État. Au niveau de la jeunesse, le plan triennal jeune, vous savez bien qu'il est en cours. Et si vous voulez adresser le problème du temps, vous savez bien que dans ce genre de programme, le risque zéro n'existe pas. Vous savez qu'en 2016, lorsqu'on lance certains projets dans le cadre du plan triennal, il n'y avait pas l'accélération de la crise au Cameroun. Et vous voyez que la situation sécuritaire du Cameroun a permis à ce plan de prendre un coup. Mais le risque est maîtrisé dans la mesure où nous savons que nous n'avons pas encore atteint au niveau du risque le centre de gravité qui permet de tout arrêter. Mais nous sommes là en train de gérer les risques de référence qui sont gérables. Le Cameroun est en train de tout faire. Je crois que dernièrement, au mois de juin, beaucoup de ministres ont évalué l'état d'avancement des travaux dans le cadre de ce plan triennal. Je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude. Le Cameroun maîtrise la situation. Le taux de croissance est à plus de 4% malgré la situation sécuritaire du Cameroun. Vous voyez que malgré tout, il y a les incendies partout, mais le Cameroun tient le cap. Et nous voyons que la Banque mondiale, la Banque africaine de développement disent que le Cameroun est en train de marquer toujours des bons points, malgré son contexte très difficile. Maître Bahiré Paul, à la lumière de quelques illustrations faites par le professeur Jacqueline Koyok, êtes-vous au niveau du Social-démocratique France satisfait par la mise en œuvre de ce plan triennal d'accélération de la croissance? Vous constatez, elle-même, elle le dit, c'était un plan triennal. On se retrouve aujourd'hui à plus de 3 ans. Et quand on confirme bien que beaucoup de choses restent à faire, ça veut dire qu'on n'est pas si satisfait. Et tout ce qui se passe, c'est que les retards interrogent-nous par rapport aux auteurs ou bien à ceux qui sont à l'origine de ce retard. Il y a une certitude, il y a une crise qui gagne le Cameroun. Bon, l'État normalement devrait faire la part des choses. Donc quand on regarde, au niveau de l'accélération, quand on se rend compte qu'aujourd'hui que peut-être on n'a même pas encore atteint la moitié, parce que je mets n'importe qui à défi de démontrer qu'on a atteint 50% de réalisation de ce qui a été convenu. Le chef de l'État, quand il met les gens, un peu il attire l'attention pour parler de ce plan d'accélération, c'est parce qu'il est inquiet d'une situation. À l'heure actuelle, parce que normalement sur le plan, je ne suis pas tellement économiste, mais je lis aussi un peu pour comprendre, on devrait se retrouver déjà à peu près à 7% de croissance. Mais à l'heure actuelle, on nous parle de 4. On n'est même pas tellement à 5 ou 6. On devrait être à peu près, selon la philosophie du chef de l'État, quand il instituait cette pratique, c'était pour atteindre à peu près, on serait déjà dans les 7% de croissance. Mais nous sommes encore en deçà. Donc ça veut dire qu'il restait encore beaucoup à faire. Il restait beaucoup à faire. Charles Nana, vous qui êtes expert en gestion des risques, sur justement ce plan triennal pour l'accélération de la croissance, quel est le regard que l'expert que vous êtes jeté sur cette initiative qui évidemment avait été lancée pour véritablement rompre avec les lenteurs observées dans le cadre d'exécution des budgets au Cameroun? Nous sommes à quasiment plus d'un an de ce plan triennal-là. Avez-vous le sentiment aujourd'hui que les Camerounais sont en même capables de toucher de manière palpable les réalisations contenues dans ce plan triennal d'accélération pour la croissance? Personnellement, je crois, je suis je suis tellement triste, n'est-ce pas? On parle d'un plan triennal, ça veut dire que ça devait se passer dans 3 ans, depuis 2014. Nous sommes en 2019. Ça veut dire que 100% de ce projet-là devait être réalisé. Mais en réalité,
on ne peut pas certifier que même 25% a été réalisé. This is a disaster. Ça, c'est un désastre total. Et nous sommes là, nous acceptons l'incompétence et on cherche les justifications pour ce niveau d'incompétence. La deuxième chose, quand je regarde le détail sur le plan, vous appelez ça Cincinnati ou bien c'est quoi, the premise of the emergency plan was false. Était faussé dès le départ. Dans les écritures, ils disent que we estimate. Donc on sous-estime qu'au Cameroun, il y a 94 000 entreprises. Et chaque entreprise doit employer 2 individus. Est-ce qu'au Cameroun, nous avons même 30 000 entreprises? Donc nous comptons les mamans qui vendent les beignets et les mamans qui vendent le sucre en route, que ce sont les entreprises. Donc quand nous faisons un plan avec des données fausses, what do you expect? Qu'est-ce que nous attendons? En anglais et aux États-Unis, nous avons l'habitude de dire garbage in, garbage out. Ça veut dire que tu reçois ce que vous mettez à l'entrée. La deuxième chose, j'ai entendu madame, et ça va dans la même langue, madame le professeur dit que nous sommes dans une croissance de 4%, et la BAD dit que... Au-dessus de la moyenne en Afrique. This is nonsense, total nonsense. Au-dessus de la moyenne en The Afrique. objective was 7%. We cannot continue to wallow in incompetence and we think that we want to develop Cameroon. Mais donnez les chiffres. We have experts, donnez les chiffres. Nous avons les experts parmi les meilleurs de meilleurs dans le monde qui sont Donnez camerounais. les chiffres. Un expert parle La avec moyenne en Afrique, c'est au moins 7 à 8%. Non, la moyenne en Afrique n'a jamais dépassé 4%. Dans les pays en émergence. Vous ne connaissez pas ça. Countries in emergence. Donc, emergent Mais countries, les pays en l'émergence, ce n'est pas en émergence. Afrique. J'ai dit là, au-dessus de la moyenne en Afrique. Anyway, laissez-moi finir, madame. Donc, Oui. pour moi, c'est vraiment triste. Parce que nous avons, et je répète chaque fois, le Cameroun a les meilleurs des meilleurs dans le monde. Faites venir ces enfants au Cameroun. Vous êtes on là. voit comment on peut travailler ensemble. Puisque vous Ce êtes n'est là. pas qu'on a... Il y a un climat. You have a climate of incompetence and everybody wants to justify the inability Mais donnez to votre hire rapport. the right people to do the job. Donnez votre C'est rapport. unacceptable. C'est ce qu'on vous a posé comme question. Je voudrais demander rapidement au docteur Donnez votre rapport. Isaac Essamé sur cette même question. Avez-vous le sentiment aujourd'hui que face à la récurrence des zones conflictuelles ou chrysogènes, on a presque relégué au calendrier grec ce plan triennal d'accélération de la croissance? Pas vraiment. C'est vrai que le contexte influe considérablement sur la mise en œuvre de ce plan-là, encore qu'il avait déjà pris du retard. Maintenant, est-ce que si on avait planifié et qu'il n'y avait pas eu ces événements-là tristes à l'extrême nord, au niveau du nord-ouest et du sud-ouest, et même aussi des questions de détournement qu'on observe souvent, les questions de corruption, est-ce que si on n'avait pas eu cela ou si tout avait été bien organisé, est-ce qu'on n'aurait pas atteint des objectifs? Je pense que quand on planifie tout normalement et qu'il y a de la volonté, on arrive au résultat. Mais il y a un problème, puisqu'en fait c'est une récurrence. Et voilà pourquoi, vous voyez, la volonté du chef de l'État est là. Mais les actions menées posent un problème. En fait, il y a eu le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté qui avait échoué, un programme qui avait été mis sur pied en 2003. Or, c'est précisément son échec qui a conduit à la mise en œuvre d'un autre programme couvert dans le cadre du document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Et lorsque le président de la République s'est rendu compte précisément que ce document-là, dans sa mise en œuvre, présentait des problèmes et qu'il y avait une urgence de l'amélioration des conditions de vie des populations, il a donc renforcé avec ce plan triennal. Voilà pourquoi vous voyez que les deux objectifs majeurs sont, puisque ça continue, le relèvement du taux de croissance au-dessus de 6%. Malheureusement, jusque-là, on n'y est pas encore. Il y avait aussi un autre problème majeur, celui de plus d'emplois décents. Mais là, il faut préciser
qu'il ne revient pas seulement à l'État de créer des emplois. Parce que dans le monde entier, c'est le secteur privé qui a beaucoup plus cette charge. L'État accompagne, l'État doit être L'État un n'a pas pour facilitateur. vocation de créer des emplois, mais et les conditions l'État est propices. d'ailleurs à 2 millions d'emplois Voilà. depuis Donc, le plan triennal. l'État contribue, mais l'État crée des conditions qui facilitent la création de ces emplois-là au secteur privé. Donc on a un problème de gouvernance publique, on a un problème de planification. Je pense que le professeur Odouard Biouele en parlait déjà. Moi-même, je l'ai indiqué dans un récent ouvrage. Je pense que vous allez le découvrir parce qu'actuellement, il est en vente. En France, il va arriver au Cameroun, visage et usinage de la décentralisation au Cameroun. Donc il y a la gouvernance nationale et la gouvernance locale. Il faut planifier, il faut suivre, il faut surtout, parce que j'ai vu même dans les documents de l'administration bien souvent, qu'il y a le suivi, évaluation. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus annoncé. Parce que si on suit sur le terrain, on évalue, alors on va arriver à une étape qui est très importante, celle de la correction. Parce que quand il y a, à la suite du contrôle et de l'évaluation, lorsqu'on se rend compte qu'il y a des difficultés, il y a des réajustements. Et donc les réajustements rapides font en sorte qu'on ne soit pas en retard. Je voudrais que vous réagissiez, vous qui avez commencé à égrener quelques projets qui ont été réalisés dans le cadre de ce plan triennal, et ce malgré la situation sécuritaire observée au Cameroun. Je constate néanmoins qu'en 3 ans, le président souhaitait effectivement que l'on ait 68 000 y arrivent logements sociaux dans les chefs-lieux des régions, à l'exception de Douala et de Yaoundé. Il souhaitait également, à travers ce plan, la construction et l'équipement des hôpitaux de référence dans les 8 chefs-lieux des régions, excepté évidemment les villes de Douala et Yaoundé, la création des agropoles et l'aménagement de 1200 hectares de périmètre hydro-agricole, la construction du barrage de Bini-Warak, et puis les régions devaient être dotées de à peu près 100 forages. C'est globalement quelques projets que j'ai pris de manière ramassée comme cela. Avez-vous le sentiment qu'on est effectivement dans cette trajectoire? Je l'ai dit tantôt, dans toutes les régions du Cameroun, nous avons eu les projets dans le cadre de ce plan triennal. Nous avons au niveau de l'emploi 2 millions d'emplois depuis cette période. Nous avons en cours le recrutement de 2000 docteurs. Et avant tout cela, nous avons la diversification de notre économie. Vous savez que le Cameroun est divers de par ses régions et chaque région a des potentialités qui sont à développer. Nous avons certainement eu certaines crises, mais nous voyons que les évaluateurs, que sont les institutions internationales, donnent la mention bien au Cameroun. Ça veut dire donc que tout ce qui a été planifié est en train d'être réalisé. Est-ce qu'il y a eu suivi et évaluation, professeur? Mais bien sûr. Je crois que chaque année, au niveau avant même le lancement du nouveau budget, toutes les administrations camerounaises font les bilans. Et vous avez vu également que le niveau d'investissement a augmenté. Et également, vous voyez, vous-même, malgré le contexte sécuritaire, que vous avez parlé des forages, on ne peut pas compter le nombre de forages dans ce genre de projet. C'était le secteur eau, environnement. Et je pense que tout cela, quand vous regardez par secteur, tout a été réalisé au moins à 80%. Pour un pays qui est en crise, nous devrions avoir, comme les institutions internationales ont eu à le faire, l'encouragement de tous les Camerounais pour voir que malgré tout, le barrage, les grosses infrastructures sont déjà opérationnelles, les chantiers de la canne sont terminés. Et on devrait même avoir ce n'est pas un métier d'opposant de s'opposer à tout. Quand quelque chose est bien fait, il faut aussi apprécier. Les institutions internationales ont des experts qui sont capables de dire
si le Cameroun va dans le bon ou le mauvais sens. Toutes ces institutions ont apprécié le niveau d'évolution économique du Cameroun. Je ne peux pas comprendre comment quelqu'un sans référence, sans statistiques, peut déclarer comme ça que rien ne marche. Ça prouve de l'amateurisme et je me dis, apprenons à apprécier ce qui est fait. Lorsque nous voulons apporter notre contribution, donnez d'abord ce qui est fait avant de dire ce que vous, en tant qu'expert, vous pourriez apporter au niveau du Cameroun. Parce que ce n'est que ce que je peux dire. Et je pense qu'au niveau de ce plan, il suit son cours, il n'est pas terminé. Et je pense que tout le monde sait pourquoi il n'est pas terminé. Donc, nous attendons de nos compatriotes qui sont à l'étranger de présenter ces visages à tout le monde entier d'un pays qui a envie d'améliorer les conditions de vie de ces populations. Maître Baïré-Paul, au niveau du Social Democratic Front, on devrait peut-être applaudir et se dire que le gouvernement commence à écouter les récriminations de votre formation politique pour ce qui est de l'amélioration des conditions de vie de population, si je résume les propos du professeur Jacqueline Koyok. Moi, le SDF applaudit, ça c'est une aberration. Je dirais plutôt que le SDF toujours est dans sa position critique. Parce que les agitations, les gens ont beau parler. Prenons des exemples terre à terre, très simples. On a parlé tout à l'heure de la mise du pied, du suivi. Parce que quand on parle, on dit on doit faire ça, on doit faire ça. Souvent c'est sur papier. On ne réalise rien. Prenons seulement. Revenons au chantier Lacan. Je suis surpris que madame le professeur parle de chantier livré et tout terminé. Restons seulement ici à Douala. Quel est le stade qui est prêt à accueillir le championnat qu'on va engager d'un moment à l'autre en septembre? C'est toujours le chantier Lacan. Tous ces sous que les gens ont engouffrés jusqu'à l'heure actuelle, on a tantôt parlé de la remise des clés, jusqu'à l'heure actuelle, rien n'est réalisé. Allez à Mbappé qui n'est pas très loin d'ici. 80%. 80%, on attend quoi? Et on disait bien qu'en mars, tout allait être restitué. Vous voyez vous-même. Je ne viens que sur cet aspect, rien que l'aspect de la canne. Et à la canne, cet aspect de la canne, comme partout ailleurs, les gens ont engorgé, les gens ont bouffé, avalé beaucoup de sous qui n'ont pas mis en exécution. Donc c'est regrettable. Quand nous parlons d'un plan triennal, aujourd'hui on est en 2019, presque en évoluant vers... parce que quand on est déjà au 7e mois, on a déjà débordé le milieu de l'année. On l'a commencé. Rien n'a... Permettez-moi, madame, je sais, on s'est déjà retrouvé sur le plateau Afrimédia. Vous aimez toujours être un peu excité. Laissez-moi expliquer. Quand tout à l'heure vous parliez, je ne réagissais pas. Tout à l'heure, l'expert là-bas, et parlait, vous réagissez. Le débat et si on est poli, je crois que... Si je comprends bien, il est interactif. Vous devez vraiment ordonner. Allez-y, monsieur. On me coupe l'inspiration quand je suis en train de développer quelque chose. Du débat, sinon on est dans un monologue. À chaque moment que quelqu'un parle, elle interrompt. Allez-y. Donc c'est pour dire, rien qu'en regardant ce cas, ce n'est qu'un petit point parmi tant d'autres. Sur le plan de la canne, nous avons même essuyé une grosse honte que jusqu'à aujourd'hui, voilà même hier nous rentrons encore. Nous avons vous voyez un peu ce que le Cameroun ce que le Cameroun voit à l'heure actuelle. On est un peu à la risée du monde avec tous ces détournements. Et ce qui se passe pour que ces projets, le chef de l'État a beau avoir la volonté, mais il y a trop de détourneurs au Cameroun. Trop de détourneurs, tout cela, c'est parce que les gens ne gèrent pas et que la chicotte n'est même pas tellement là. C'est pas aller envoyer les gens en prison qui nous sert. Et quand on regarde d'ailleurs, quels sont ceux qui le font? C'est toujours un certain parti. Le parti qui tient le système en place à l'heure actuelle. Essayons vraiment de dire des choses. On n'est pas là pour applaudir. Si on a 100% réalisé, on réalise 10%. On applaudit pourquoi? Où est parti tout cet argent? Les gens ont engouffré cela et pour essayer de dire... Bon, les gens ne sont pas... Tout à l'heure, là, madame le professeur a dit tout à l'heure, comme s'il y avait des opposants par profession. L'opposition n'est pas une profession. On est là pour débattre et pour démontrer que vous avez des insuffisances. Quitte à ce que vous changez. Quand ça change, on dit c'est changé. On ne dit jamais quand ça a changé. Si on a évolué, qu'est-ce que vous voulez par là dire? Donc, vous voulez dire que l'État, l'opposition, ce n'est que la négation, d'après vous. Mais on veut seulement vous dire que sur les 100% qu'on attendait, vous avez à peine réalisé 30%. Voilà. Il y a encore beaucoup à faire. Ce plan triennal pour l'accélération de la croissance, que peut-on véritablement faire? Ce sujet inscrit à l'ordre du jour ce dimanche simplement parce que l'État a pour vocation d'améliorer les conditions des populations et il s'agit de l'engagement qui avait été pris à la fois par le chef de l'État
et ses ministres alors en fonction, peut-on véritablement accélérer le plan de croissance aujourd'hui au Cameroun au regard de l'actualité, simplement? On peut l'améliorer, mais avant d'aller là-bas, il y a 2 ou 3 choses que je dois d'abord aborder. Issues that I have to touch. Le premier, c'est Madame le professeur, quand elle parle que les stades de Cannes sont livrés. Ça, c'est un sujet très sensible aux Camerounais. Et surtout qu'on vient de nous éliminer dans la Cannes comme les enfants. Donc, vraiment, Madame le professeur, laissez-moi parler. Il faut être un peu prudent quand vous déclarez, vous faites des déclarations comme ça. C'est un sujet très, très sensible aux Camerounais. Beaucoup de gens ont investi et il n'y a pas eu de Cannes au Cameroun. Donc, madame. Donc, vraiment, soyez un peu humble et comprendre qu'il y a la peine dans les Camerounais. Cameroonians are in pain. And you should weigh your words before you issue them. As a professor, you should know that. Non, nous avons la deuxième chose, laissez-moi finir, madame. 2021. Oh my goodness. The second issue is, nous sommes d'accord que l'État, son travail premier n'est pas de créer l'emploi. Mais l'État a une obligation de créer un environnement approprié, conducive pour l'investissement. Madame le professeur, je peux vous demander, est-ce que vous avez déjà importé des choses ici au Cameroun un jour? Vous êtes déjà passé au port? On vous frappe de gauche à droite. Les impôts, les taxes, tout a triplé. Si vous construisez une maison, le prix de fer ou le prix de ciment vient d'augmenter il y a peut-être 1 ou 2 mois. Donc comment êtes-nous en train d'améliorer la condition de vie de l'homme lambda, de citoyen lambda qui est en train de se battre pour avoir un petit quelque chose? Donc vraiment, pour les emplois, nous avons quel est le pourcentage de Camerounais qui sont sans emploi? Et deuxièmement, le plus important, je vais dire en anglais avant de venir en français, we have to make a conscious effort to close the gap between academic education and what the skill sets the job or companies are looking for. Il y a un écart, il y a un océan entre ce que nos professeurs enseignent à nos étudiants et ce que les entreprises en ont besoin. On a accéléré la professionnalisation. On accélère à partir de 0 et chaque jour on nous dit qu'on est en train d'accélérer. On accélère quoi? La réalité est là, monsieur. Dans les années 80, quand vous quittez le Cameroun, vous arrivez aux États-Unis ou en Europe, on vous donnait le travail ou on vous admettait dans les grandes écoles sans poser une question. Maintenant, vous venez avec un diplôme camerounais, on vous renvoie 3 ou 4 ans en arrière. Et si vous voulez prendre un petit test, prenez un père qui a eu son CP dans les années 50, 60, 70 et quelqu'un qui a une licence maintenant. Est-ce que les deux sont de même? Quelle est l'expertise que vous nous apportez des États-Unis? Oh my goodness. Monsieur? Donc, madame, je ne crois pas que je suis venu pour parler de l'expertise. Mais si vous voulez savoir, je suis un expert des risques. Je suis un expert dans l'excellence opérationnelle. Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça vous apporte? Rien du tout. Mon travail au Cameroun, je crois que madame le professeur veut m'empêcher de parler, n'est-ce pas? Charles, allez-y, développez. Je dis encore, on accélère ce processus. On peut accélérer ce processus en donc, vous me donnez 2 minutes. Première chose, n'est-ce pas? On doit revoir notre stratégie économique de l'emploi. Je dis ici, je crois, il y a 1 an ou 2 ans, et j'ai prié le gouvernement, et même ceux jusqu'au premier ministre que j'ai rencontré. Create an aggressive economic program where we start with students with degrees, ceux qui ont le diplôme. Un mototaxi, une plantation. Donc tous ces milliers de jeunes diplômés de l'université qui conduisent le mototaxi, on essaie de les encadrer et les envoyer dans l'agriculture qui paye avec l'accompagnement de microfinance. Number 2, chaque district, je dis en anglais avant de venir en français, every district a factory. Donc chaque district, une usine ou une usine. Ça empêche ce qu'on appelle rural exodus. Les jeunes qui quittent Malanchon, tous ces villages-là pour venir à Yaoundé ou à Douala pour chercher de l'emploi, eux, ils ont un emploi sur place. Et 3, invitez les experts camerounais, même si son nom c'est Nana, pas Onana. Invitez-les au Cameroun de venir aider à construire le pays. Il y a un forum avec la diaspora, s'il vous plaît. And then last but not least, donnez-les les intensifs. Make it easy for your children to come home
en contribuent. Donc là, je crois que voilà quelque chose que je crois que ça peut changer le dynamisme. Non seulement les jeunes qui ont l'école, qui ont l'éducation, ils ont fréquenté, ils ont les licences, ils ont les doctorats, mais ils conduisent le mototaxi parce qu'il n'y a pas d'emploi. Docteur Isaac Essamé, plan d'accélération de la croissance au Cameroun, est-ce que les lenteurs au-delà du climat sociopolitique au Cameroun ne s'expliquent pas aussi par une décentralisation qui piétine? Précisément, puisque en réalité, je vous ai dit, l'on est parti des lenteurs observées au niveau du DSCE, qui doit être évalué tous les 10 ans. On a estimé qu'il y avait un sérieux problème. On mérite mieux et on peut faire mieux. C'est surtout cela, c'est-à-dire qu'on peut faire mieux. Et comment on peut faire mieux? L'équivalent du DSE au niveau des collectivités locales, ça existe. Les gens ne le savent pas, mais ça existe. C'est ce qu'on appelle le DEL, le développement économique local. Autrement dit, il y a aussi un document de stratégie pour l'économie locale. Et on attend que les élus locaux mettent des programmes sur pied qui permettent justement à ces collectivités-là d'aller très vite. Or, jusqu'ici, on ne le voit pas. C'est-à-dire que l'État au niveau central est chargé d'organiser cela, de faciliter et de permettre aux opérateurs économiques d'aller très vite. Au niveau local, le maire, le délégué du gouvernement, le président de la région arrive, eh bien, on attend d'eux également qu'ils mettent sur pied le développement de l'économie locale en incitant justement des activités économiques. Or, jusqu'ici, on ne voit pas cela. Effectivement, si la décentralisation était conduite depuis des années telles que cela avait été planifié, même jusque-là encore, le retard a été consommé jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas qu'on aurait autant de problèmes. Parce que focaliser l'attention sur l'État central, alors que l'État central lui-même a déjà reconnu ses difficultés. C'est la raison pour laquelle il a décentralisé pour aller plus vite. Et oublier justement que les démembrements de l'État ont pour rôle d'accompagner cet État-là dans le développement, c'est fait faux. Bon, moi j'ai dit qu'en 6 mois on peut le faire. Je ne sais pas, quand on le dit, ça relève peut-être du miracle, mais je ne pense pas. Puisque tout est là. D'abord, les gens ne savent pas ce que c'est que la décentralisation. Est-ce qu'on a informé les populations depuis l'école maternelle, le primaire, le secondaire, l'université? Est-ce que les hommes politiques, au-delà de la posture de l'élection, puisqu'il y a 3 enjeux, il y a la démocratie locale, vous voyez beaucoup d'acteurs politiques à ce niveau. Et il y a le développement local, les acteurs politiques commencent à reculer. Et il y a la gestion participative, la plupart des acteurs, les populations sont mises à l'écart. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous vous êtes rendu compte que lorsque les premières assises de la commune se sont tenues à Yaoundé, on a invité les mêmes acteurs habitués qui ne font pas évoluer les choses. On a oublié les populations. Et les représentants directs des populations ici, socialement, ce ne sont pas les maires. Parce que si vous posez la question à un maire, est-ce que la commune va bien? Il va vous dire, il n'y a pas de problème. Et donc, en fait, il faut adresser cette question-là aux populations. Ce sont elles qui connaissent véritablement leurs problèmes. Et donc, si la décentralisation est effective, oui, si elle est effective d'ici 6 mois, moi j'ai dit sur le président de la République nous fait confiance, on va la rendre effective en 6 mois. Et donc, si elle est effective, vous allez vous rendre que même au niveau de l'État, avec ce décongestionnement-là, l'État va souffler. Charles, en un mot pour comprendre la deuxième thématique. Oui, je voulais dire que la meilleure décentralisation, c'est le fédéralisme. Donc, je ne vois pas pourquoi nous cherchons les solutions à moitié. Que je vais dire en anglais? I don't know why we're looking for half-baked solutions. The best centralization is federalism. So why can't we create federated states in Cameroon? Number 2, we should allow our local governments to generate their own funds and spend them how they see fit and pay a certain percentage to the federal government for other bigger issues. But right now we have every penny that the local government gets, he sends to Yaoundé.
de collège de développement obligatoire ou quoi là, 85%, c'est le gouvernement central. 14% va dans 14 communes avec les délégués du gouvernement. Donc, le peuple élit son représentant. On nomme un certain monsieur Nana qui sort de nulle part, de venir gérer. Et donc, les maires et les communes n'ont rien. 2 minutes. Maintenant, vous Ouais, faites madame, donc vous déjà. êtes devenu... Bon. Vous me permettez Bon, de ça va. revenir. Je Oui, veux oui, clarifier. mais ce Non, sera en une seconde. Ce sera Oui, en une oui. seconde parce que... Premièrement, il faut dire qu'on peut retrouver la décentralisation dans le fédéralisme ou dans l'État unitaire. La question ne se pose pas. Les États-Unis sont un État fédéral, il y a la décentralisation. L'Allemagne, qui est très avancée en matière de décentralisation, c'est l'État fédéral dont on peut, c'est-à-dire promouvoir le fédéralisme n'empêche pas qu'il y ait décentralisation. C'est le Donc, on théorie, peut pas mon faire- ami. Même La au théorie. niveau de l'État unitaire, il y a la décentralisation et ça marche très bien. Donc, vous Oui, voulez- allez-y, vous avez chuté. Voilà. Deuxièmement, je voulais rappeler que sur les 360 communes du Cameroun, il n'y a que 45 qui sont couvertes par les 14 communautés urbaines. Il y a 315 communes au Cameroun qui n'ont rien à voir avec les communautés urbaines. Donc c'est un argument qui, à mon avis, ne tient pas. Je vous ai dit, en 6 mois, si le gouvernement le veut, nous rendons la décentralisation. Et vous allez voir, est-ce que c'est pas une histoire d'attendre que les Blancs viennent faire ça ici, ou bien attendre les conseils des uns et les autres. Nous-mêmes, nous pouvons le faire. J'évacue 2 ou 3 SMS et je passe la parole au docteur Jacqueline Koyok, la dame du RDPC. Alors, il y en a qui arrivent rapidement, je vais me charger de les évacuer. Bonjour, beau panel. Je pense qu'il y a les gens qui mangent et qui cachent la vérité. La dame sur le plateau veut démontrer. Je ne sais pas ce que vous voulez. Je ne sais pas ce que vous voulez dire là. Je vais me charger que la dame du RDPC nous dise si dans ce pays avec la croissance dont elle parle, la population se trouve son compte avec les produits de première nécessité. C'est un message de Fabrice de Douala qui nous a écrit. Je vais évacuer également peut-être un autre SMS pour vous permettre de réagir. Alors ça, c'est au niveau du son. C'est une réaction d'un téléspectateur qui souhaitait qu'on ajuste le son. Jacqueline Koyok, je voudrais qu'on avance cette fois-ci avec la deuxième thématique ce dimanche et que l'on évoque cette mission conduite par Karen Bass. Il s'agit d'une démocrate. Des parlementaires américains étaient à Yaoundé. L'objectif des émissaires de Donald Trump, c'était véritablement de s'enquérir de la situation sécuritaire au Cameroun. Vous avez certainement suivi ce sujet d'actualité. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Je rappelle que cette délégation précède quand même quelques mesures qui avaient été annoncées, notamment le gel des subventions américaines vers le Cameroun. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Oui, je voudrais d'abord revenir sur ce qui venait d'être dit. Le Cameroun vient de créer tout un ministère de la décentralisation. Il faut prendre ça à l'actif de la volonté politique du Cameroun d'avancer rapidement. Et deuxièmement, c'est lui-même qui le dit. Il parle d'une péréquation entre ce que l'État doit percevoir, l'État central et les régions, ou bien les fédérations, comme il veut dire. Mais je veux dire que tout cela là n'a pas encore été fait, hein, monsieur. C'est pour cela que la décentralisation, ce n'est pas la course. Il faut éviter des casses. Nous sommes dans des régions très sensibles aux potentialités inégales. Donc, il faut vraiment, dans le souci de redistribuer équitablement les retombées de la production nationale, faire très attention lorsque les gens veulent qu'on précipite cette décentralisation. Moi, je pense que lui-même a donné la réponse. Il faut qu'on arrive à cette péréquation qui n'est pas encore là. Et personne ne peut dire aujourd'hui qu'il n'existe pas de volonté du gouvernement d'aller vers cette décentralisation. C'est-à-dire que le décor est planté. Il reste maintenant que les populations, le peuple camerounais accompagne le gouvernement vers cette réalisation. Deuxièmement, la dame a parlé des 4% qui ne permettent pas de vivre. Je crois que l'État camerounais est le seul en Afrique actuellement qui maîtrise l'inflation. C'est-à-dire non seulement le taux de croissance est positif, mais on maîtrise le taux d'inflation. Vous voyez tout le temps le ministre du Commerce imposer, même comme nous sommes dans un système libéral, demander que les prix
n'augmente pas. Et je pense que tout ça, c'est pour le souci de la ménagère. Et par rapport à la question que vous avez posée tantôt, oui. Faut-il être inquiet? Non. Au contraire. Oh, c'est la résultante d'une diplomatie efficace. Voilà, c'est vraiment ce que je veux dire. Le président de la République a une démocratie apaisée, discrète, mais très efficace. Et il faut rappeler que c'est le gouvernement camerounais qui invite le Parlement américain. C'est le même gouvernement qui a invité le Parlement européen. Et c'est le même gouvernement qui invite la francophonie et tout le reste pour que chacun vienne vivre en direct, évaluer les conditions économiques et socio-culturelles du Cameroun. Je pense que très peu de pays peuvent le faire. C'est parce que le Cameroun sait que sa gestion est transparente par rapport à la crise. C'est pour cela que le gouvernement invite donc pour que les Américains viennent voir eux-mêmes, au lieu de suivre les manipulations, les âneries que les gens leur racontent. Et je pense que le discours de la démocrate américaine montre qu'ils ont perçu quel est le problème du Cameroun. Ils ont donc dit qu'ils continuent. Ils vont continuer d'appuyer le gouvernement camerounais au niveau de la lutte contre l'insécurité, au niveau même des problèmes humanitaires. Je pense que si ça avait été négatif, leur perception des choses, ils n'auraient pas dit tout cela. Et moi, je pense que c'est à l'actif du président de la République qui sait négocier pour que les gens apportent leur contribution à la recherche de solutions à la crise, qui a un impact très, très négatif sur notre économie. Je ne sais pas comment les gens peuvent encourager une crise. Vous savez que le roi Salomon était le plus sage. Lorsque deux femmes se disputaient un bébé, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, on va diviser le bébé en deux et chaque femme aura une partie. Celle qui n'était pas la mère, elle dit, je suis d'accord. Voilà la position de l'opposition camerounaise qui veut que le Cameroun s'enlise dans des troubles. Au lieu qu'ils aident, eux qui sont dans la diaspora et les autres, au lieu d'aider à résoudre les problèmes, ils ne font que aider à accentuer les clivages et puis les manipulations qu'on fait passer au niveau de l'opinion internationale. Maître Baïrepo, lors de la dernière assise du NIEC du côté de Yaoundé, le communiqué final, on avait cru lire que le SDF se félicitait de la pression internationale au Cameroun. Cette visite des émissaires de Donald Trump, est-ce que vous en êtes satisfait ou inquiet? C'est la résultante des cris que le SDF a pu vociférer. Parce que quand nous parlons aujourd'hui, on voit que le président, c'est lui qui est à l'origine. Quand ces affaires commencent, vous comprenez que... C'est d'ailleurs l'Union européenne qui a un peu surpris les parlementaires. Le Parlement européen qui a surpris le Parlement camerounais. Madame professeure. Parce que quand les choses se passent depuis, quand le SDF, par exemple, demande depuis de pouvoir aller sur le terrain, le dialogue, madame, le dialogue. Je crois que je me prête aux questions du journaliste et pas au vote. Parce que là, vous m'interceptez et là, vous me... Tout à l'heure, c'était juste une façon de... C'était une bifurcation, mais je ne dois pas rester hors du débat. Bon, c'est pour dire, quand les choses se passent au début, le Cameroun, en ce moment, ne voit pas comment tendre la main à l'extérieur. D'abord, on combat pour dire immixtion. Que la communauté internationale ne saurait venir s'interposer dans les problèmes camerounais. Donc, vous voyez, quand le SDF vocifère, ces parlements arrivent pour l'enquête. Parce que ça allait jusqu'à, pour la première fois, au niveau du Parlement camerounais, le président de l'Assemblée a pu écrire à l'Union européenne, a pu écrire... le président du Sénat a pu écrire pour demander qu'ils viennent de près toucher la réalité. Nous disons, nous voulons la paix pour nous au SDF. Quand ces personnes étrangères arrivent pour toucher de près la réalité, je crois que nous espérons, c'est un espoir, mais nous savons comment ça traîne au Cameroun. Il y a une stratégie au Cameroun, c'est le pourrissement. C'est-à-dire on laisse les choses pourries avant de chercher à sauver. Parce que quand nous sommes là, nous parlions même tout à l'heure de la décentralisation, ça existe dans la Constitution de 1996, avant qu'on ne la modifie pour augmenter les mandats de manière indéterminée pour la présidence. Ça existe. Pourquoi depuis 1996, on n'a pas pu mettre en place cette décentralisation? Pourquoi quand nous, comme l'expert le disait, à un certain moment, c'est une forme de décentralisation. Le fédéralisme qui fait peur à beaucoup de Camerounais.
C'est une forme. Non, je crois que, Dieu merci, peut-être cette fois-ci, on peut l'aborder lors du débat. Parce que toujours est-il, quand le SDA a posé ce problème de fédéralisme, on nous a toujours pris comme si c'était des gens qui étaient hors de la sphère camerounaise. Donc, si c'est des balbutiements au niveau de la décentralisation, qui pousse beaucoup à pouvoir comprendre. Parce que déjà, la loi sur la décentralisation, ça c'est germes qui vont tuer la décentralisation d'une manière très précipitée. Parce que quand nous allons aller au niveau des régions, pour faire tout ce qu'on a à faire là, vous voyez quelque part, il y a toujours une main qui nomme, quelque part. Parce que même à l'heure actuelle, quand nous disons tout à l'heure, d'un moment à l'autre, nous irons aux élections. On ira aux élections quand? Et avec quelle potentialité? Quelque part, la loi, quand on demande à aller le Cameroun, non, je ne dis pas, madame, nous, de l'opposition, nous n'avons pas pour profession opposition. Mais nous sommes là pour changer, pour évoluer. Pourquoi pas inverser la tendance et nous asseoir aussi comme vous? Voilà. Nous sommes là pour ça. Mais nous passons par les urnes. Non, pour nous, nous passons par les urnes. Très bien. C'est très bien. Charles Nana, je voudrais que vous réagissiez, vous qui connaissez le circuit fonctionnel du Congrès américain, puisque vous avez été candidat au Sénat, au pays de l'oncle Sam. Cette délégation des congressistes américains, est-ce que c'est une bonne nouvelle, en somme, qu'ils viennent? Est-ce que cela augure une coopération moins tendue entre le régime de Yaoundé et l'administration Trump? Oui et non. La première question, la visite de la délégation américaine, c'est une bonne chose. Hein, c'est la délégation qui est menée par Karen Bass. She's a congresswoman from LA, en Californie. Mais pourquoi elle est au Cameroun? Madame a un peu raison que c'est une initiative du gouvernement, surtout pour Karen Bass et sa délégation de venir. Mais pourquoi elle est au Cameroun? Parce que la communauté internationale se demande où, dans quelle direction le Cameroun est en train de partir. Le gouvernement, de son côté, dit que les successionnistes, les ambazoniens, il n'y a personne dans ce groupe-là qui veut venir à table pour négocier. Ils ne voient personne avec qui ils peuvent négocier. Les successionnistes, de leur côté, abordent l'État américain en disant qu'il y a le génocide qui se passe chez nous. Donc, c'est pourquoi c'est important qu'il y ait une délégation comme celle de Karen Bass de venir. Mais n'oubliez pas qu'avant elle, dans le Sénat l'année passée, sénateur Van Hoven a fait une lettre très stricte et a demandé au secrétaire Pempe, au notre secrétaire d'État, donc le secrétaire des Affaires étrangères, de mettre l'accent et faire regarder clairement l'augmentation, the increase of violence in Cameroon. J'essaie de voir ça en français. Donc, her visit and the delegation, yes, it was there was a big hand of the U.S. government, but it's to come and clarify certain positions. But I want to clarify, je veux clarifier la position des Américains, des États-Unis. The foreign policy on Africa is very clear. Eux, ils sont en train de vouloir promouvoir la démocratie et non la séparation ou l'indépendance, ou bon, je vais dire en anglais avant de revenir en français. La partition. The U.S. foreign policy is to advocate democracy and not separation in Cameroon. However, they do recognize that there were serious issues that occurred in 1961 that has put the Anglophone community at a disadvantage. And that is why, in their approach, they are suggesting, and we're coming there, to probably a two-state federation. Et même avant que les Américains ne proposent, il y a 1 an, 2 ans, on a même allé voir le Premier ministre. Rentrons sur la constitution du Cameroun de 1961. C'est la seule constitution que les anglophones reconnaissent. Les autres constitutions, eux, ils disent qu'on les a imposées. Et le 61, c'était la constitution du fédéralisme. Et article 47,1 a dit aucun attentat à l'État fédéral sera recevable. Et 47.3, 47,3 va loin et dit que si même par erreur cela se passe, elle doit être approuvée par l'État, par l'Assemblée de Cameroun oriental et l'Assemblée nationale. Malheureusement, rien de cela s'est passé. Donc la question réelle, et c'est là où les Américains en viennent, ils l'ont dit. Is the referendum in 19 that we had, was it legal? Was it constitutional? And the question is no. And that is why Cameroonian experts, Cameroonians who want to help
resolve this issue, are begging. Nous sommes en train de prier le gouvernement que rentrons à table, prenons la constitution de 61, la constitution de 96, c'est là où on commence à parler de décentralisation allogène, autochtone dans notre constitution. Mettre les deux là, et ça nous donne une base réelle pour commencer à voir comment on peut sortir de cette crise. On a déjà assez de gens. We've had so many people die unnecessarily. Even if it was just one person that died, it's one person too much. We do not want Cameroonians killing Cameroonians for something that we can sit on the table and resolve. It's totally unacceptable. Allez-y, en un mot pour que je voudrais que l'expert nous dise à quel moment la délégation américaine parle du fédéralisme lors de leur visite au Cameroun. Et deuxièmement, pour le référendum de 61 dont il parle, qu'ils me disent si c'est des Camerounais qui sont allés au Nigeria ont eu un État. Est-ce qu'ils ont eu un État là-bas au Nigeria? Donc vous êtes là en train de polluer l'opinion publique, en train d'avancer des choses qui ne sont que de la palissade. Moi, je ne comprends pas. Vous avez lu ça où? Moi, j'ai la conférence de presse de la délégation américaine. Ils n'ont jamais abordé les problèmes de fédéralisme. Vous parlez des choses que vous avez dans votre tête et vous voulez attribuer cela à une délégation responsable, des démocrates en plus. Vraiment, je crois qu'ils pourront même vous sanctionner. Je ne sais pas si j'ai causé en français ou en anglais, mais je vais encore répéter pour qu'elle comprenne. Mais c'est très important. Très important. Je n'ai pas attribué ça à la délégation. Mais qu'est-ce que vous avez dit? I said the UN policy. Mais lui vous a posé la question sur la délégation américaine. Ce n'est pas votre temps de parole. Oh, madame. Je voudrais qu'on avance. Vous avez chuter pour qu'on comprenne finalement la philosophie de... Voilà, je répète, I'll say it in English so that she can understand. Yes. The US policy on Africa is very clear. And on Cameroon, they are in Cameroon to promote democracy and encourage some sort of a union where there's greater autonomy for the Anglophone regions. And probably heading back to a two-state federation. Voilà, je n'ai pas dit que la délégation a dit qu'on entre à un état de deux états, de deux fédérations. Très bien, Charles Nana, on va donc avancer. Ça a été suffisamment clair. Je voudrais, docteur Isaac Issamé, que l'on apprécie quand même cette délégation au Cameroun. Évidemment, Karen Bass a souhaité effectivement que l'on ouvre véritablement ce dialogue pour une solution maîtrisée dans ces régions-là. On sent qu'effectivement, il y a une inquiétude au niveau des partenaires du Cameroun, dont fait partie d'ailleurs les États-Unis d'Amérique. Mais est-ce que cette descente aujourd'hui permet finalement à ce pays d'avoir une meilleure lecture de la situation sociopolitique au Cameroun? Disons que c'est une avancée et puis c'est une suite logique. Il y avait déjà M. Thibault Nagui ici au Cameroun pour les sauf que dans son rapport, il a été très dur vis-à-vis du Cameroun. Oui, sauf qu'en partant aussi, il avait encouragé à la paix, au dialogue et tout s'était passé comme s'il n'y avait rien. Voilà pourquoi il faut souvent être très prudent quand on aborde les questions de la diplomatie. En fait, on ne peut pas nier qu'au Cameroun actuellement ça ne va pas. Il y a des difficultés. Il y a des conflits sociaux, il y a des conflits politiques. Il y a surtout ce problème dans le nord-ouest et le sud-ouest qu'il faut résoudre rapidement. On n'aurait même pas dû en arriver là. Mais les conflits sociaux, les conflits politiques font partie du quotidien de l'humanité. Et donc la communauté internationale est très regardante sur la question et elle souhaite vivement que nous sortions de ce problème. C'est la raison pour laquelle ces délégations la défilent de plus en plus au Cameroun, pour prendre la mesure, parce que c'est un processus. Oui. Ça ne va pas se faire d'un coup comme ça. Depuis que cette communauté internationale, ainsi que les acteurs internes, ont sollicité que nous arrivions à une solution rapide, on est en train de voir jusqu'à quel niveau se trouve la volonté de l'État du Cameroun. Voilà pourquoi à chaque fois, ils viennent pour échanger et ils vont faire des rapports. Le rapport même n'est pas encore là. Pour l'instant, c'est un communiqué. On verra par la suite ce qui en sortira. Mais moi, je pense que pour mieux aider le président de la République dans ce processus-là,
mieux vaut lui dire toute la vérité qu'il y a peut-être sur le terrain. Oui. Mieux vaut considérer que nous sommes unis et que nous avons un même destin et que même si des problèmes arrivent, il est toujours bon de s'asseoir et de les régler. Mais je pense aussi très rapidement parce que à un moment donné, quand il y a une situation politique comme celle-là et qu'elle prend trop du temps, au moment où on en vient même à adresser des solutions, à la fin, ces solutions-là ne sont plus efficaces. Voilà pourquoi il y a souvent des résistances. Mais il faut aussi préciser que, vous savez, l'État n'est pas partant pour montrer sa faiblesse. Hein. Aucun État au monde ne peut fléchir des revendications. Parce que si l'État fléchit, vous allez fragiliser l'État. Donc l'État cherche souvent à avoir l'autorité. Maintenant, dans le cas de la diplomatie, c'est là où la question devait être réglée plus subtilement, en amenant les gens, les uns et les autres, à considérer que les positions tranchées ne sont pas bonnes et qu'il y a des portes de sortie. Je pense que les États-Unis sont dans cette perspective-là maintenant. Est-ce que les radicaux permettront de part et d'autre que finalement il puisse se tenir un dialogue et qu'on puisse même adresser des solutions? Je suis davantage quelqu'un qui aime la pratique. Vous savez, il y a ce qu'on dit, il y a ce qui va sur le terrain. Donc je pense que au-delà des communications, des réunions, tout, il faut poser des actes sur le terrain. Ce sont des actes sur le terrain qui montrent qu'on est en train d'aller vers la paix. Et parce que quand les gens voient ces actes sur le terrain, eux-mêmes commencent à se rendre compte qu'il y a une volonté de changement et les gens commencent à reculer. Et donc, tant qu'il n'y a pas des actes pratiques sur le terrain, il y aura un problème. C'est la même chose avec, je le disais tantôt, la décentralisation. Il ne suffit pas de dire, il faut des actes concrets sur le terrain. Dès qu'on voit, on se rend compte que non, on est en train d'aller positivement vers le bien commun. Donc, il faut peut-être sortir de cette théorie finalement et passer aux actions pratiques. Le président lui-même le dit souvent, passons à l'action. Professeur Jacqueline Koyork, lors de la rencontre de ces congressistes avec le ministre de la Défense, il a clairement dressé la situation au Cameroun, partant effectivement de la crise avec Boko Haram qui sévit dans la partie septentrionale du Cameroun et la crise par les séparatistes menés et qui aujourd'hui ont un impact considérable sur le développement de l'économie de notre pays. C'était un point qu'il fallait clarifier auprès de ces congressistes américains-là pour que l'on échappe finalement aux différents rapports des organisations non gouvernementales qui semblent vouloir accabler très souvent l'armée du Cameroun. Vous avez le sentiment que cette fois-ci, le discours a été bien cerné et que ces congressistes-là savent véritablement ce qui se passe au Cameroun et ce qui se joue dans ce pays? Je pense, parce que, vous l'avez dit tantôt, il y a des ONG, certaines ONG, qui faisaient une peinture macabre, qui attribuait à l'armée camerounaise les forfaits des sécessionnistes. Et moi, je suis souvent étonnée lorsque les gens parlaient de guerre. Il est la question d'une guérilla. Il ne peut pas avoir une guerre de l'armée camerounaise contre une région du Cameroun. Mais c'est parce que l'armée se rend compte qu'elle est là pour protéger les populations que cette armée intervient. Mais les gens attribuent les affres sécessionnistes à l'armée. Et je pense que la visite des sénateurs, des congressistes américains permettra de mieux comprendre la situation. Parce que parfois, les gens sont loin de la réalité et ils écoutent n'importe qui. Et je pense que les congrès américains sont rentrés édifiés. Et je pense que la francophonie était rentrée édifiée. Je crois que tous ceux qui sont venus dans le cadre de ce conflit maîtrisent plus le contexte que lorsqu'ils suivent les débats au niveau international. Vous savez qu'il y a au niveau du Cameroun les gens qui sont experts dans le mensonge international, qui fabriquent les fake news, qu'on dit. Et les gens ont du mal à choisir, à faire le choix entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et ces visites-là permettent également de mettre la main sur la vérité. Et je voulais aussi rappeler qu'au niveau des organisations internationales,
nous avons toujours, dans le préambule, le problème de la souveraineté de chaque État. Donc, il n'est pas question de passer un État au tribunal, de juger un État à distance. Je crois que le Cameroun reste un pays souverain. S'il y aura un dialogue, c'est un dialogue d'un pays souverain qui lui-même définit les contours. Donc, on ne s'attende pas à ce que Trump décrète quand le dialogue aura lieu. Le Cameroun reste souverain et il maîtrise le calendrier de ce dialogue et je suis sûr que ce dialogue aura lieu conformément aux desiderata du gouvernement camerounais. Alors, professeur, juste pour relancer sur cette même question, le processus sera finalement enclenché quand? On va attendre jusqu'à Mais quand? nous avons commencé. Ce processus a commencé. Parce que tout ce que vous voyez comme visite, comme envoi du Premier ministre dans la zone, et tous ces débats-là, c'est déjà les prémices de ce dialogue. Et je crois que lorsque le président aura réuni l'ensemble des éléments, il pourra faire un calendrier tranché sur ce que lui, il pense être à mesure de résorber les déficits et de résoudre le problème du dialogue au niveau du Cameroun. Charles Nana, des efforts sont faits au niveau du gouvernement, visiblement pour que l'on aboutisse finalement à un climat plus apaisé dans les régions en crise aujourd'hui. C'est ce que nous dit le professeur Jacqueline Koyok. Vous également, vous avez le sentiment qu'il y a quand même une volonté réelle de la part des pouvoirs publics à trouver une solution définitive à ce problème. Une volonté réelle, I cannot make that statement. Je ne peux pas dire cela. Parce que les initiatives que nous voyons maintenant, c'est le résultat de pression internationale et des conditions sur le terrain. Donc je ne peux pas dire que ça a été le truc volontaire. Ça fait 3 ans que nous avons ce problème. Et chaque fois, on a les gros discours. Il a connu des mutations en chemin. On a les gros discours, mais rien ne se passe. Des revendications corporatistes. Et je vais répondre à 3 choses ici. Politiques. La première chose, personne ne dispute la souveraineté du Cameroun. On sait que le Cameroun est un pays souverain. Mais le problème se pose parce que chaque jour, on est à genoux en train de demander des autres. C'est comme si j'habite dans un quartier, hein, et chaque jour, je suis en train de demander les voisins de me donner un peu d'argent de gauche à droite. Et le jour qu'il y a bruit chez moi, je ne veux pas que ces voisins-là viennent dire que mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Donc vraiment, cet argument de notre souveraineté, quand chaque jour on est à genoux en train de demander de l'argent, ça n'a pas de place. Deuxième chose, l'armée, je suis d'accord. L'armée est là pour protéger la population. Le rôle de l'armée, en réalité, c'est quoi? C'est protéger le pays contre ses ennemis. Mais quand l'armée se trouve face à la population, comme nous voyons dans le nord-ouest et au sud-ouest, we have a mistake, we have a problem. C'est le rôle de la police. La police est là pour... the police is there to interact with the public, to interact with the communities. Ouais. Unless there is war. And if you agree that there is war, then now the military comes in. But before war was declared, avant que la guerre ne soit déclarée, madame, laissez-moi parler. Vous ne faites qu'interrompre depuis le début. Oui, avant que la guerre ne soit déclarée, l'armée avait une présence au nord-ouest et au sud-ouest. Pour protéger. Ce n'est pas le rôle de l'armée d'être dans les villes. Le rôle de l'armée, c'est protéger le pays contre ses ennemis. Sauf si vous dites que la population, c'est l'ennemi du pays. Là, nous, on est là, voilà. Non, mais je vous dis que le rôle de l'armée, c'est protéger le pays contre ses ennemis. Oui. Donc, l'armée, the military has no business to be interacting with civilians. Il fallait laisser comme brûle tout le monde. Un civil, madame, le professeur... Oui. Les civils ne doivent pas avoir d'interaction, c'est pas ça se dit en français. Même si on brûle les écoles. Oh my goodness. Il y a un rôle de la police. Et encore plus, le système francophone a la gendarmerie qui est un rôle un peu quasi-militaire. Donc, the military has no business with civilians. C'est que vous ne connaissez pas le rôle de l'armée. Third, je crois que on a eu une grande opportunité. Ce qui s'est passé en Suisse avec les gardes présidentiels. Je prends un avantage positif là que maintenant nous, le Cameroun a une opportunité de réformer ces gens en tenue. Que l'argument de la force ne doit pas être leur première part. Je dis en anglais avant d'aller en français. The use of force or the argument of force should not be your first option. You have to, the force of argument should be your first option. So when you interact with people, you don't have to go with brutality. Or, nos gens en tenue, nous le savons. Qui a brutalisé? Le policier... Oh, madame.
Mais qui a brutalisé? Vous allez chuter un Peut-être peu. madame n'a pas suivi, c'est que vous savez que si... Mais c'est eux qui sont allés brutaliser le président. Ah bon, monsieur. le président était loin dans son achat. Restons Bon, madame veut dans le cadre du débat Laissez pour avancer. Je voudrais que l'on apprécie, qu'on apprécie pour sortir de ce sujet, Charles. Non, je Vraiment, disais tout simplement que... en un mot, oui, en un mot. la trajectoire, est-ce qu'elle est bonne? On débat pour construire. Oui. Et c'est le pourquoi j'ai dit que it's a unique opportunity that we saw how our presidential guards behaved in Geneva. We want to learn from that and reform our men in uniform. That when they interact, discussion, conversation is first and not the use of force. Très bien. In Cameroun, you know, le policier, quand il te trouve, la première chose, soit il te gifle ou il te racle. Avant même de demander que mais, tu étais qui? Non, ce n'est pas ça. Alors, on va sortir de ce sujet avec vous, Dr Isaac Issamer. La démilitarisation de ces régions-là peut être également un nouveau pas vers l'apaisement. Faut-il ou doit-on le faire vu l'état actuel de la situation? Ce peut être un nouveau pas, sauf que ça ne se fera pas comme ça. Puisqu'en réalité, tant qu'en face, on est encore armé, vous ne verrez jamais l'armée républicaine reculer. Donc en fait, c'est cela. C'est-à-dire que malgré toute la volonté, tant que les autres frères continuent à être armés, à combattre, je ne pense pas que l'armée va reculer. Et je pense que si on fait asseoir les leaders de part et d'autre, et qu'on demande de prendre des engagements concrets, je crois qu'il y aura un recul de tout cela. Comme je vous disais tantôt, le tout n'est pas de communiquer, de parler. Il faut des actes concrets. Avec des éléments sur le terrain, il faut éviter le décor. Parce que quand on donne des apparences que tout va, alors que ça ne va pas, à un moment donné, on va sur des fausses bases. Je pense que s'il y a une première rencontre avec les leaders, vous allez voir qu'il y aura une sorte de rappel, c'est ce que je pense. Et à partir de ce rappel-là, les forces sécessionnistes, je pense, pourront reculer considérablement, ou pourquoi pas, à venir même à ce que le président a demandé de déposer complètement les armes, et puis l'armée pourra aussi finalement retourner dans les casernes, et la police, les gendarmes pourront continuer leur rôle habituel, la sécurité interne. Mais est-ce qu'il y a de la volonté? En tout cas, c'est notre choix. Très bien. Tout revienne à l'autre. Alors, prenons la dernière thématique ce dimanche. Avec vous, Païré Paul, on va donc parler de cette loi portant création d'une commission des droits de l'homme au Cameroun. Le Social-démocratique Front a boycotté l'adoption de ce texte de loi-là. Pourquoi très exactement? Le Social-démocratique Front a boycotté à raison. Parce que les députés au SDF, ce ne sont pas des illettrés, des gens qui vont applaudir. Ils prennent la peine de voir les motivations d'un nouveau texte. Pourquoi est-ce que ce texte est boycotté par le SDF? On nous dira d'un moment à l'autre, peut-être que le texte-là, c'est mieux que l'ancien texte qui gouvernait, qui avait mis sur pied l'ancienne commission des droits de l'homme et de liberté. Bon, quand on voit au niveau de ce texte que presque, même à certains niveaux, les libertés sont encore plus aménuisées. Parce que quand on lit ce texte, ce projet, on se rend compte que cette commission désormais ne va plus se cantonner qu'au niveau des lieux où les gens peuvent être privés de leur liberté. Donc les motivations de ces textes n'ont pas plu, et quand le SDF peut dire que je ne vote pas, c'est à raison. Parce qu'on a beau dire, de nombreux à changer, avant que cette commission nouvelle, cette nouvelle loi devienne, on a critiqué tellement l'ancienne commission, où vous connaissez au dernier moment. C'était presque la lutte entre le président et certains de ses membres à l'intérieur. Et une commission qui, normalement, ne suivait même rien. Vous voyez, la violation des droits de l'homme au Cameroun, c'est tellement flagrant que vraiment, si on se met à citer, c'est très grave. Voilà une commission qui était telle qu'elle, budgétivore et pour rien, qui est incapable de pouvoir dénoncer des choses. Nous parlions tout à l'heure des violations de gens. Vous voyez le cas qui a fait le tour
du monde. L'assassinat. Les militaires qui abattent un jeune enfant au dos de sa mère, un innocent. Qu'est-ce que cet enfant a fait pour mériter ce sort? Cette commission, l'ancienne, n'avait rien dit par rapport à ça. Et nous continuons à dire, tant que c'est des trucs qu'on met sur pied, juste pour manger de l'argent, on a beau quitter de 30 membres à 15. C'est toujours une poche d'argent qui est mise sur pied et pour des gens qui sortent toujours d'une certaine sphère. C'est-à-dire qu'ils ont un système, ils respectent ce système, ils ne pourront jamais. Et surtout, cette fois-ci même, c'est tellement cantonné que tout va vers le président de la République. Or, quand on nomme quelqu'un, on a le poids, tout le poids sur la personne. La personne ne peut pas critiquer votre système. Et cette même loi d'ailleurs, ça va jusqu'à retirer dans son énoncé le mot liberté. Quand on regarde cela aujourd'hui, l'opposition n'arrive plus à marcher. L'opposition ne s'exprime pas. Parce que vraiment, sur le plan international, au niveau de la Constitution et tout, le droit d'expression, la liberté de manifestation. On dit partout maintenant, trouble à l'ordre public. On ne peut même pas essayer, même quand l'opposition, surtout c'est l'opposition, quand le RDPC veut faire ses meetings, ça se fait très facilement. On peut même obtenir même un samedi ou un dimanche, hein, mais c'est l'opposition. On attend parfois vous déposer 2 semaines avant. À la veille, on vous dit non. Menace de trouble à l'ordre public. Or, parfois, le circuit est bien tracé. Et même souvent, le parti d'opposition dit, je prendrai la peine de contrôler, même je payerai le prix du risque. On ne nous donne pas. Donc, quand cette loi, nouvelle loi, on voit là-dedans qu'il n'y a même plus le mot liberté. Parce qu'on a dit aujourd'hui, Commission des droits de l'homme du Cameroun. L'autre, c'était Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. On sort 2 mots. Liberté, nation remplace par Cameroun, comme si le Cameroun n'était pas la nation camerounaise. Donc, quand le SDA a vu ces insuffisances, voilà pourquoi les députés ont dit ça ne vaut pas la peine de voter ou bien de donner notre onction à une loi pareille qui ne va faire que maintenir le système et la cacophonie. Mon frère Jacqueline Koyok, est-ce que cette loi a été liberticide? Je voulais d'abord dire que dans la situation du Cameroun, chacun voit la situation à travers le filtre de ses émotions. Parce qu'on se retrouve toujours avec des gens qui disent une chose et son contraire. Lui-même, il vient de dire que la première commission était tellement critiquée. Mais pourquoi ne donc pas apprécier la nouvelle? Qui vous a dit que parce qu'on est opposant, on doit toujours dire que tout est mauvais? Bon, et deuxièmement, je voulais dire que la nouvelle commission a plus d'attributions aujourd'hui parce qu'on lui donne la possibilité d'entrer dans des milieux carcérales sans demander même d'autorisation. Deuxièmement, on lui donne une autonomie financière. On lui donne même la capacité d'amener, d'obliger les gens à se présenter, pour les gens qui ne se présentent, avec des amendes et des emprisonnements même qui sont prévus pour ceux qui refuseraient. Donc voilà une commission qui rentre, qui est ragaréadi, qui a les moyens, qui a la compétence et qui a les objectifs conformes à l'éthique internationale. Vous savez que cette convention-là doit respecter ce que l'éthique et les principes internationaux disent à propos des commissions nationales des droits de l'homme. Donc c'est une belle avancée. Donc c'est vraiment une belle avancée. Il hésite à le dire. Mais le député SDF, vous savez qu'il y a des gens qui aiment faire le show. Quand il n'a rien à apporter, quand il n'a rien à apporter à une commission, vous savez que c'est les experts qui travaillent ces textes. Quand il n'a rien à apporter, il sort pour qu'on le filme, qu'il soit dans les médias, qu'on dise qu'il a claqué la porte. On permettre aux députés de pouvoir faire des propositions. Voilà. C'est ça le système en place. Il n'a rien proposé, il est parti. Donc finalement, on se rend compte que c'est vraiment une commission qui est à sa place. C'est la bonne commission qui est faite pour répondre aux problèmes des droits de l'homme et des libertés au Cameroun. Charles, j'aurais aimé que vous dites un mot, mais la réalisation nous fait observer que la portion congrue accordée à cette émission tire malheureusement vers son terme. Je vais donc vous remercier, même si on n'a pas pu aborder cette 3e dorsale. Je vais d'abord remercier le professeur Jacqueline Koyok, sociologue,
et qui était là pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bon dimanche, professeur. Merci Bon beaucoup. dimanche également à votre principal Merci, cher contradicteur. Merci. C'était un débat Maître d'idées. Fayere-Paul, C'était un débat d'idées, c'était pas... d'être venu. Le combat politique se poursuit sur les plateaux aussi. Merci également au docteur Isaac Essamin, qui est politologue et juriste. On parlera évidemment de votre ouvrage au moment opportun. Et puis je veux dire spécialement merci à Charles Nana qui nous a fait ici l'honneur d'être avec nous ce dimanche. 1000 fois merci pour vos multiples contributions et surtout pour votre attention à cette émission sur les antennes de la télévision du Monde. À dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Bon dimanche à tous. Merci.